Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans la France du Second Empire. Entre gares embrumées, élégance feutrée, et sombres dessins. Entre charme, calcul et massacre, découvrez l'histoire interdite du dandy des Flandres. Jean-Baptiste Tropman. Un jeune homme raffiné. Cultivé. L'œil vif, la voix douce. Et dans ses poches, des plans mortels. Car sous ses manières soignées, se cachait un esprit manipulateur, prêt à tout pour l'argent, même à effacer une famille entière. Une histoire de trahison, de fausses promesses, et de meurtres si méthodiques qu'ils glacèrent l'opinion publique. Mais le plus troublant, et si ce dandy avait tout prévu, jusqu'à sa fin? Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre élégance criminelle et abîme de l'âme humaine. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Dans les brumes épaisses des Flandres, au milieu du XIXe siècle, un homme marche entre les villes comme un souffle d'hiver. Invisible pour les uns, fascinant pour les autres. Il est jeune, mais déjà marqué par la ruse. Fin, pâle, toujours soigné. Des cheveux lissés, une moustache discrète. Et ce regard? Trop intense pour être honnête. On l'appelle parfois Victor de Beaumont, parfois Léon Hartmann, ou encore Monsieur Daly. Il change de nom comme d'écharpe. Chaque ville, un nouveau masque. Chaque rencontre, un nouveau personnage. Mais tous ceux qui croisent sa route s'accordent sur une chose. Cet homme sait parler. Il connaît les mots qui rassurent, les gestes qui apaisent, les silences qui ensorcellent. Il se dit ingénieur, héritier d'une affaire prospère. Il évoque des projets, des investissements, des entreprises florissantes où les plus naïfs pourraient doubler leur fortune. Et il promet, toujours avec mesure, toujours avec élégance. C'est ainsi qu'il approche les familles respectables, les commerçants confiants, les notaires bien installés. Il entre dans les maisons avec une lettre de recommandation en poche, et un plan dans la tête. Mais ce plan ne vise ni la réussite ni l'honneur. Il vise le vol, la disparition, et parfois, la mort. Car derrière le sourire discret et les manières soignées, se cache un esprit glacial. Un prédateur sans remords, capable d'examiner une famille comme on regarde une carte, en traçant les points faibles d'une lignée, et les raccourcis menant à l'argent. Il charme les mères. Il rassure les pères. Il gagne la confiance des filles. Puis, il frappe. Et quand il frappe, il ne laisse rien. Rien, sauf une chambre vide. Un silence trop épais. Et une trace de pas dans la boue. La légende du dandy des Flandres ne commence pas dans le sang. Elle commence dans le mensonge, la manipulation, et cette étrange capacité à être ce que les autres veulent voir. Dans chaque bourgade qu'il traverse, l'homme qu'on appelle le dandy semble renaître. Un nom différent. Un passé inventé. Un avenir doré promis à ceux qui tendent l'oreille. Il se dit ingénieur, employé par un industriel allemand. Ou parfois agent chargé d'installer des machines révolutionnaires dans les Flandres. Il évoque des travaux publics, des mines, des contrats signés en secret. Tout paraît crédible. Trop, peut-être. Et c'est là toute sa force. Il inspire la confiance. Avec ses papiers impeccablement rédigés. Ses cartes de visite élégantes. Ses discours précis, ponctués de chiffres, de dates, de noms qui sonnent justes. Les commerçants lui font crédit. Les familles aisées lui ouvrent leurs portes. Les pères lui présentent leurs fils comme futurs associés. Et certains lui confient leur argent. Des sommes modestes, d'abord. Puis de plus grandes. Des investissements pour un avenir commun. Une promesse de profit. Mais ce que les familles ignorent, c'est qu'elles viennent de signer leur propre effacement. Car l'homme ne vise pas l'enrichissement à long terme. Il ne bâtit rien. Il rassemble. Il prépare. Il apprend qui possède quoi. Qui détient les clés. Quels enfants héritent. Quel papier signe la propriété. Et quand tout est prêt, quand la confiance est totale, il agit. Discrètement. Sans éclat. Il propose un voyage. Une affaire à conclure à la frontière. Une rencontre secrète pour finaliser les documents. Et puis, plus rien.
Les familles ne rentrent jamais. Dans les villes qu'ils quittent, on parle d'un déménagement soudain, d'un départ précipité vers l'Allemagne, ou d'un accident qu'on n'ose pas évoquer. Mais les comptes sont vides. Les lettres cessent. Et lui, il est déjà ailleurs, sous un nouveau nom, avec une nouvelle histoire, et une nouvelle famille dans son viseur. Chaque ville est un décor. Chaque mensonge, une brique de plus. Et son ascension se construit sur les absences qu'il sème. C'est dans la région de Lille que les premiers soupçons prennent racine. Une famille entière, les Kessler, commerçants respectés, disparaît sans laisser de traces. Le père, la mère, les enfants. Tous avaient quitté la ville pour rejoindre un homme, un ingénieur qui leur promettait un avenir meilleur en Alsace, où il disait avoir besoin de bras pour un projet industriel d'envergure. Des voisins se souviennent de leur départ. Ils souriaient. Ils parlaient d'espoir. Ils disaient avoir trouvé quelqu'un de bien. Mais les semaines passent. Et le silence s'installe. Pas de lettres. Pas de nouvelles. Pas même une carte postale. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Après tout, les voyages d'affaires sont longs. Les retards fréquents. Mais dans les mois qui suivent, d'autres noms s'ajoutent. Une cousine venue récupérer ses affaires ne trouve qu'une maison vide. Une voisine affirme avoir vu un inconnu plusieurs fois sur les lieux, les jours précédant le départ. Toujours bien habillé. Toujours seul. La police s'interroge. Mais rien ne prouve un crime. La famille a pu partir volontairement. Fuir des dettes. Changer de vie. Alors l'affaire est classée. Ou plutôt, ignorée. Mais en coulisses, le doute enfle. Car ce n'est pas une, ni deux, mais plusieurs familles qui disparaissent de la même manière. Et toujours, dans les jours précédents, le même genre d'homme est aperçu. Jeune. Éloquent. Souriant. Un témoin dit l'avoir entendu parler d'un terrain à acheter. Un autre d'un voyage à Strasbourg. Un dernier, d'un contrat à signer au Luxembourg. Mais aucun n'a retenu son nom. Et ceux qui l'ont croisé, ne l'ont jamais revu. Les disparitions sont encore traitées comme des coïncidences. Des choix de vie. Des fuites mystérieuses. Mais bientôt, le mystère devient trop grand. Trop précis. Trop semblable. Et dans les commissariats des Flandres, les premières feuilles de papier s'accumulent. Toutes liées par un même fil invisible. Un fil que la police commence à tirer, sans savoir ce qu'elle va déterrer. Il n'avait ni fortune, ni éducation aristocratique. Mais ce qu'il possédait, aucun professeur ne pouvait l'enseigner. L'art de la manipulation. Le dandy ou quel que soit son nom du moment, avait ce don rare de devenir exactement ce que vous vouliez voir. Un homme de science, s'il fallait impressionner. Un orphelin sensible, s'il fallait attendrir. Un commerçant avisé, s'il fallait inspirer la confiance. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et chaque mot qu'il prononçait semblait venir de l'intuition pure. Mais en réalité, chaque mot était calculé. Mesuré pour désarmer. Pesé pour séduire. Pensé pour mieux posséder. Il entrait dans la vie de ses victimes avec discrétion, comme un visiteur bien élevé, offrant son aide, partageant ses projets, toujours avec douceur. Il passait des soirées à table avec les pères, des après-midi à lire avec les mères, des promenades complices avec les fils, rêvant avec eux d'un avenir commun. Mais ce futur, il ne le construirait pas. Il l'utiliserait. Jusqu'au dernier souffle. Car derrière son sourire, se cachait une logique froide. Chaque famille était une combinaison à ouvrir. Chaque relation, un levier. Il posait des questions. Retenait les réponses. Traçait mentalement les lignes de pouvoir. Les lieux des coffres. Les habitudes de chacun. Et quand tout était prêt, il savait comment frapper sans alerter. Un mot soufflé pour provoquer une tension. Un départ organisé pour mieux isoler. Une fausse lettre envoyée pour détourner les soupçons. Et quand enfin le piège se refermait, il ne tremblait pas. Il ne doutait pas. Il agissait. Froidement. Silencieusement. Et au matin, la maison était vide. Le compte bancaire effacé. Et les promesses d'avenir, enterrées à jamais. Mais lui, avait déjà repris la route, propre, poli,
avec dans sa valise non seulement l'argent, mais le souvenir de son pouvoir sur une famille entière. Un manipulateur, un charmeur, et plus que tout, un prédateur qui ne laissait que des ombres derrière lui. Il avait appris à tuer comme d'autres apprennent à jouer du piano. Avec méthode, avec application, et surtout, sans émotion. Le dandy des Flandres, dont on commence à peine à deviner l'étendue des crimes, avait compris une vérité glaçante. Un bon meurtre n'est pas spectaculaire. Il est invisible. Pas de cris, pas de sang sur les murs, pas de témoins. Juste une disparition. Propre, silencieuse, totale. C'est ce qui arriva au dernier membre de la famille Kessler. Après des semaines de préparation, il avait organisé un faux départ. Un rendez-vous dans une ville frontière. Un contrat à signer. Un héritage à réclamer. Ils y allèrent un par un. Le père d'abord. Puis la mère. Puis les enfants. Tous à quelques jours d'écart. Tous convaincus qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Tous confiants en cet homme qui les avait si bien entourés. Mais aucun n'est revenu. Et pendant que leurs corps disparaissaient dans un terrain vague, pendant que leurs effets personnels étaient soigneusement brûlés, le dandy arpentait déjà un nouveau boulevard, vêtu d'un manteau acheté avec l'argent de ses victimes, et saluant les passants comme un homme sans le moindre poids sur la conscience. Ce n'est que bien plus tard qu'on découvrit les restes. Enterrés à la hâte, alignés avec une précision troublante, presque comme une signature. Pas de violence visible, pas d'acharnement, juste une logique implacable. Une famille effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Et quand la police osa enfin murmurer le mot « meurtre », il était déjà loin, sous un autre nom, dans un autre quartier, avec, peut-être, une nouvelle rose dans la main, et un nouveau plan dans la tête. Car pour lui, ce crime n'était pas une fin. C'était un moyen. Un passage vers un nouveau masque. Une étape vers le prochain visage à séduire, et la prochaine vie à voler. Il aurait pu continuer ainsi, changer de nom, de visage, de proie. Mais peu à peu, quelque chose changea. Le goût du pouvoir devint une habitude. Le crime, une routine. Et la mort, presque un art. Il ne se contentait plus d'éliminer. Il commença à laisser des marques. Non pas par vanité, mais par goût du raffinement. Comme un peintre laisse une signature en bas de sa toile. Dans plusieurs scènes de crime, on nota des détails étranges, trop précis pour être fortuits. Des corps alignés avec soin. Des objets posés comme sur une table de banquet. Et toujours, dans un coin, un petit carnet. Discret. Fermé par une lanière de cuir. À l'intérieur, des initiales. Des dates. Des montants. Une comptabilité de la mort. Chaque entrée correspondait à un nom effacé. À une vie volée. À une famille disparue. Mais ce n'était pas tout. Sur certaines victimes, on retrouva une rose. Toujours rouge. Toujours fanée. Parfois glissée entre les mains. Parfois laissée dans un pli de vêtements. Ce geste, cette fleur, avait quelque chose d'élégant, et de terriblement sinistre. Les policiers, encore hésitants à parler de tueurs, commencèrent à tracer des lignes. Les journalistes flairèrent un récit. Un monstre au visage d'ange. Un assassin au cœur de velours. Mais l'homme, lui, continuait. Sans se presser. Sans se cacher. Juste en se transformant. Plus les soupçons grandissaient, plus il devenait insaisissable. Un jour, il logeait dans une pension modeste sous un nom ouvrier. Le lendemain, il fréquentait les salons d'un hôtel de luxe sous un titre de baron. Et dans chacun de ces lieux, une trace restait. Un souffle. Un détail trop soigné. Trop propre. Trop parfait. Comme si, derrière chaque crime, une mise en scène avait eu lieu. Et quand les enquêteurs commencèrent à deviner qu'un seul homme était derrière cette œuvre macabre, ils comprirent aussi que ce tueur ne tuait pas seulement pour voler. Il tuait pour orchestrer. Il n'avait pas de repère fixe. Pas d'amis. Pas de complices. Et pourtant, il était partout. À Douai, un veilleur de nuit l'a vu prendre le train sous un nom d'emprunt. À Liège, un notaire se souvient de lui, élégant, curieux, intéressé par des successions.
À Valenciennes, une modiste affirme lui avoir vendu une rose fanée. Qu'il portait, dit-elle, comme un homme porte un souvenir de deuil, ou de triomphe. Mais dès que l'on tente de le suivre, il s'évanouit. Comme une ombre qui glisse entre les interstices du réel. Il change de ville dès qu'un visage s'interroge. De vêtements dès qu'un regard s'attarde. De voix, même. Adoptant tantôt la rondeur du Nord, tantôt l'accent d'un Allemand éduqué, tantôt le phrasé d'un Parisien en exil. Il se fond dans les foules comme une tache d'encre dans de la soie. Il est l'invité d'une soirée mondaine, le passager d'un train de nuit, le client discret d'un hôtel à peine éclairé. Et lorsqu'il disparaît, il laisse derrière lui le même parfum, celui du mensonge, du luxe, et de la mort. La police s'agace. Elle piétine. Chaque fois qu'elle croit l'avoir localisé, il s'est volatilisé. Un chapeau oublié. Une signature hésitante. Un mot griffonné dans une chambre d'auberge. Des indices, oui. Mais jamais assez. Jamais au bon moment. Il devient une légende vivante. Une rumeur. Un croque-mitaine en costume 3 pièces. Les femmes les plus prudentes finissent par le craindre. Les enquêteurs parlent de lui en privé, comme s'ils pouvaient les entendre. Comme s'il écoutait tout. Et parfois, certains jurent l'avoir vu. Un soir de pluie. Assis sous un lampadaire. Regardant passer le monde, comme un spectateur amusé d'une pièce qu'il a lui-même écrite. Un prédateur. Mais un prédateur qui ne chasse pas dans la hâte. Un prédateur qui choisit, attend, et frappe, quand tout semble parfaitement en place. Il avait toujours agi seul. Toujours dans l'ombre. Toujours avec une précision si froide qu'on aurait cru à une science. Mais même les esprits les plus méthodiques finissent par commettre une erreur. Cette fois, la proie était plus riche. Une veuve d'âge mûr, héritière d'une entreprise textile à Tourcoing. Elle ne se laissait pas séduire facilement. Mais il avait le discours qu'il fallait. Les gestes. Le regard d'un homme brisé, cherchant encore un peu d'amour dans un monde trop dur. Il se présenta sous un nouveau nom, Paul-Antoine Verdier. Un investisseur parisien de passage, curieux des affaires locales. Il s'introduisit dans sa vie. Lentement. Avec grâce. Mais il fut trop gourmand. Trop pressé. La dame disparut un soir pluvieux, sans prévenir ses domestiques, ni même son notaire. Et cette fois, le testament avait été modifié, juste avant. Un document, rédigé à la hâte, où une grande partie de la fortune de la défunte était transférée. Au nom d'un homme qui n'existait nulle part ailleurs. La signature était maladroite. Les mots, bancals. Et surtout, un témoin, censé avoir assisté à l'acte, n'était jamais venu au cabinet du notaire. Les soupçons prirent racine. Et un voisin, interrogé avec insistance, raconta une scène étrange. « J'ai vu un homme sortir de la maison, dit-il. Il portait un manteau noir, une rose rouge à la boutonnière. Il avait l'air pressé, et très satisfait. La police dressa enfin un portrait. Les descriptions concordaient. Et, pour la première fois, elles n'étaient plus floues. Un regard trop noir. Une voix trop posée. Une élégance trop parfaite pour ne pas cacher quelque chose. Le piège pouvait enfin se tendre. Le réseau se mettait en place. Les villes se parlaient. Les postes frontières ouvraient l'œil. Et lui, il ne le savait pas encore. Mais son temps était compté. Il avait toujours aimé jouer. Mais cette fois, la partie allait se retourner contre lui. Cette fois, il n'était plus seulement une rumeur. Il avait un visage. Des traits. Un nom, ou plutôt une dizaine. Et surtout, un mode opératoire. La traque pouvait commencer. Les autorités, jusqu'ici prudentes, parfois incrédules, avaient désormais des éléments tangibles. Un faux testament. Une signature tremblante. Un témoin. Et un motif, l'argent. Toujours dissimulé derrière le masque d'un amour fabriqué. La presse s'empara de l'affaire. On lui donna un nom accrocheur. Le dandy des Flandres. On le dépeignait comme un charmeur maudit, un ogre moderne déguisé en poète. On racontait ses apparitions dans les salons mondains, ses repas raffinés dans les auberges,
et les disparitions qui suivaient son passage, comme des ombres qui l'auraient avalé. Les journaux publiaient son signalement, les commissariats affichaient son portrait. Ses yeux noirs, ses cheveux lisses, son port droit, toujours bien habillé, toujours poli. Les villes se mirent en alerte. À Lille, on surveillait les hôtels de luxe. À Bruges, les gares. À Tournai, les notaires furent prévenus. Des consignes discrètes furent envoyées aux pensions de famille, aux aubergistes, aux coiffeurs, aux tailleurs. Si vous voyez cet homme, ne tentez rien. Prévenez. Observez. Il est dangereux. Mais lui, il continuait à marcher entre les mailles du filet. Toujours un pas devant. Toujours un mensonge prêt. Jusqu'à ce jour, dans un hôtel de Bruges. Une réservation sous le nom de Marc Delorme. Un nom déjà entendu à Lille, lié à une autre disparition. Le directeur de l'établissement, informé par la police, décida de ne rien dire. Mais il prévint un inspecteur. Un jeune agent, discret, intelligent, qu'on plaça dans l'hôtel, déguisé en domestique. Pendant 3 jours, il observa le manège, la valise soigneusement verrouillée, le rasoir posé toujours à droite, et dans la doublure du manteau du suspect, une rose rouge, presque flétrie. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à le refermer. Le matin était froid. Un de ces matins flamands où la brume semble suspendre le temps. Dans la petite chambre d'un hôtel de Bruges, un homme termine de boutonner son gilet. Le miroir lui renvoie l'image d'un gentleman. Costume sombre, cravate repassée, souliers brillants. Il se croit encore libre. Mais dans le couloir, le piège est déjà tendu. Le jeune policier, celui qu'il a observé des jours durant, prend sa place dans l'escalier. D'autres agents attendent dehors, armes dissimulées, nerfs à vif. À 8h03, le dandy sort de sa chambre, valise en main. Il descend lentement les marches, le visage calme, comme s'il entrait dans un salon et non dans sa faim. Quand il arrive dans le hall, le policier s'avance. « Monsieur Delorme, vous êtes attendu ?» Il comprend immédiatement. Son regard s'assombrit, juste un instant. Puis, dans un mouvement vif, il tente de fuir par la porte arrière. Mais le couloir est bloqué. Un second agent surgit, arme à la main. Le dandy sort un petit couteau, finement travaillé, comme tout ce qu'il possède. Un dernier sursaut. Un dernier rôle à jouer. Mais cette fois, il ne charme plus. Il ne ment plus. Il est désarmé. Plaqué au sol. Menotté. Et pour la première fois depuis des années, il ne sourit plus. Dans sa valise, on retrouve un flacon de poison, des lettres écrites à plusieurs mains toutes fausses, et un carnet, où sont notés, à l'encre brune, des initiales, des sommes, des noms qu'on croyait perdus. Et dans la doublure de sa veste, comme toujours, une rose rouge, fanée, prête à signer son prochain crime. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Le dandy des Flandres est tombé. Et son masque d'élégance, lui, s'est fissuré. Le procès s'ouvrit quelques mois plus tard. Dans une salle comble, tendue comme une corde prête à rompre. Les bancs débordaient de journalistes, de curieux, et de familles qui avaient tout perdu, sauf le souvenir d'un sourire, et l'odeur de l'absence. Le dandy entra dans le box comme dans un théâtre. Le port altier, le regard calme, le costume taillé avec soin. Aucun remords, aucune gêne. Il salua poliment, remercia le président du tribunal. Et lorsque les charges furent énoncées, vol, falsification, usurpation et meurtre, il se contenta d'un hochement de tête. Rien de plus. Durant tout le procès, il parla avec élégance, répondit sans trembler, raconta une autre histoire, la sienne, ou du moins, celle qu'il voulait qu'on croie. Il se présenta comme un homme blessé, incompris, traqué par un monde trop dur pour sa sensibilité. Un vagabond du cœur, victime de ses illusions. Il nia les meurtres, parla de fuite volontaire, d'accords privés, de hasard. Mais les preuves étaient là. Les carnets,
les bijoux retrouvés, les lettres truquées, et surtout, les témoignages, tous différents, tous semblables, tous accablants. Le juge resta impassible. Les jurés, de moins en moins dupes. Et dans la salle, une tension montante. Comme si chacun attendait qu'enfin, la vérité tombe. À la fin des débats, le dandy se leva. Il ajusta ses manchettes. Et dit, d'une voix claire. « J'ai peut-être trompé. J'ai peut-être menti. Mais je n'ai jamais tué, sans nécessité. » Un silence. Long. Glacial. Le verdict fut sans appel. La peine de mort. Par guillotine. Il écouta. Inclina doucement la tête. Puis, se tourna vers le public, et lança, d'un ton presque théâtral. « Messieurs, j'aurais au moins eu le mérite de vous avoir divertis. » Et dans ce dernier sourire, on vit l'abîme. L'aube était grise ce matin-là. Un brouillard épais s'accrochait au mur de la prison de Bruges, comme s'il voulait masquer ce qui allait s'y jouer. Le condamné refusa l'assistance d'un prêtre. Il déclina le bandeau. Il réclama seulement une chose. Son plus beau costume. Il voulait partir comme il était venu, élégant, maîtrisé, et inoubliable. À 6 heures précises, il fut conduit dans la cour. Les bourreaux l'attendaient, silencieux. Les témoins judiciaires signèrent les papiers, regardant à peine l'homme qui allait mourir. Mais lui, marchait droit. Il observait, comme s'il enregistrait chaque détail pour un dernier souvenir. Comme s'il allait écrire encore une lettre, depuis l'au-delà. Arrivé devant la guillotine, il se tourna vers l'assistance. Un sourire aux lèvres, presque doux, et il murmura. « Ce monde n'était pas fait pour moi. Peut-être que l'autre me comprendra mieux. » Il n'eut pas de dernier cri. Pas de tremblement. Juste le silence. Puis le bruit sec de la lame. Son corps fut enterré dans une fosse anonyme. Pas de fleurs. Pas de nom. Pas de visite. Mais l'histoire, elle, ne fut jamais oubliée. On raconta qu'il avait tué des dizaines de fois. Qu'il avait séduit, menti, volé, manipulé, sans jamais flancher. Les journaux continuèrent d'imprimer son nom. Ses multiples noms. On écrivit des romans, des pièces de théâtre, même des chansons. Car le dandy des Flandres, plus que n'importe quel criminel, avait su se faire une place dans la mémoire collective. Et aujourd'hui encore, dans les cafés du Nord, au détour d'une place brumeuse, certains jurent l'avoir vu. Un homme trop bien habillé pour être ordinaire, avec une rose fanée à la boutonnière. Et ce regard, troublant, magnétique, inoubliable, car les monstres bien élevés ne disparaissent jamais tout à fait. Ils deviennent des légendes. Et parfois, des ombres qui nous frôlent, quand on s'y attend le moins.